Saviez-vous qu'il y a eu une marque japonaise qui est arrivée aux États-Unis en force? Elle s'est forgée une réputation de fiabilité et pourtant, elle a fini par disparaître complètement. Ce n'était pas par manque de qualité ni à cause de scandales énormes. C'est qu'une tempête silencieuse d'erreurs stratégiques, de mauvaises décisions et de coûts du marché qui, un à un, ont fini par éteindre son moteur. Nous parlons de Suzuki, une marque qui a autrefois rivalisé avec des géants comme Toyota et Honda, mais qui aujourd'hui n'existe plus dans les concessions nord-américaines. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Suzuki a quitté les États-Unis pour toujours, les véritables raisons derrière son départ, dont beaucoup n'ont jamais fait la une des journaux, et aussi ce que tu dois savoir avant d'en acheter une d'occasion, car même s'ils ne sont plus vendus neufs, beaucoup de leurs modèles roulent encore dans les rues. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Y a-t-il des pièces, des garages, un service après-vente? Prépare-toi, car cette histoire ne révèle pas seulement le déclin d'une marque, mais aussi les dures leçons que tout constructeur et même tout entrepreneur devrait apprendre. Dans les années 80, les États-Unis connaissaient une explosion de marques étrangères cherchant à se faire une place sur le marché automobile le plus compétitif de la planète, et Suzuki était là, un constructeur japonais qui avait déjà du succès en Asie et en Europe avec ses véhicules petits, fiables et abordables. Suzuki n'est pas arrivé tout seul. Il a débarqué main dans la main avec General Motors, qui détenait une part importante dans l'entreprise japonaise. Grâce à cette alliance, beaucoup ont découvert leur voiture sans même le savoir. Des modèles comme la Chevrolet Sprint et la Geo Metro étaient en réalité des Suzuki avec un autre logo, une manœuvre intelligente qui a permis à la marque de gagner en visibilité sans avoir à affronter directement les poids lourds. Mais le véritable lancement sous son propre nom a eu lieu avec la Suzuki Samurai, un petit tout-terrain carré, agile et courageux, qui s'est rapidement attiré une base de fans fidèles. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un article dévastateur du magazine Consumer Report paraisse en 1988. Dans cet article, ils affirmaient que le Samurai avait tendance à se renverser, même lors de manœuvres de conduite normale. Cette publication a eu l'effet d'une bombe. L'image du Samurai, et avec elle celle de Suzuki, a été marquée à jamais. Bien que la marque ait défendu son modèle et même poursuivi le magazine en justice, le mal était déjà fait. Ce qui est curieux, c'est que Suzuki n'a jamais cessé de fabriquer de bonnes voitures. La Stem, la Forenza, le XL c'étaient des modèles solides, fonctionnels, avec même de bonnes évaluations en matière de sécurité et de durabilité. Mais il y avait un problème, ils n'ont jamais réussi à susciter de l'enthousiasme. De plus, au fil des années, Suzuki semblait perdre le rythme du marché. Alors que des marques comme Honda et Toyota innovaient avec des hybrides ou des SUV de plus en plus performants, Suzuki restait à la traîne, avec un portefeuille limité et sans modèle qui se démarquait vraiment. Et même si les ventes n'ont pas chuté immédiatement, elles ont commencé à baisser d'année en année. En 2012, Suzuki ne vendait guère que 21 000 unités par an dans l'ensemble du territoire des États-Unis, un chiffre absolument dérisoire si on le compare aux millions d'unités écoulées par ses concurrents directs et principaux sur le marché. Après le coup médiatique du Samurai, Suzuki a réussi à se maintenir pendant plusieurs années grâce à son alliance avec General Motors et à une poignée de modèles qui, même s'ils n'étaient pas des best-sellers, proposaient une offre simple, fiabilité, bas prix et efficacité. La filiale américaine a commencé à vaciller. Les ventes baissaient d'année en année et maintenir toute l'infrastructure d'un constructeur automobile coûtait des millions de dollars, des millions qui n'étaient plus récupérés. Et c'est que Suzuki n'a jamais réussi à établir un réseau de concessionnaires solides aux États-Unis. À cela s'ajoutait une concurrence de plus en plus féroce. Des marques comme Hyundai et Kia, qui dans les années 90 étaient considérées comme des marques économiques sans prestige, ont commencé à gagner rapidement du terrain avec des designs modernes, une technologie attrayante et des garanties qui semblaient impossibles. Suzuki, en revanche, est resté sur l'essentiel, et l'essentiel ne suffisait plus. La tempête financière s'est accumulée, des dettes de plusieurs millions, des ventes stagnantes, des investissements en pause. Finalement, en novembre 2012, Suzuki a pris la décision qu'elle repoussait depuis des années, elle a annoncé la faillite de sa filiale américaine. Elle s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, ce qui lui a permis de fermer ses activités de vente de voitures et de réorganiser ses autres affaires dans le pays. La seule chose que Suzuki conserverait aux États-Unis serait ses activités de moto, de moteurs marins et de véhicules tout-terrain, des produits où elle était effectivement forte,
rentable et où la demande existait encore. Lorsqu'une entreprise japonaise exporte une voiture vers les États-Unis, elle fabrique ce véhicule en yens, mais le vend en dollars. Si le yen prend de la valeur par rapport au dollar, tout à coup, ce qu'il gagne pour chaque voiture vendue diminue, et parfois de beaucoup. Et s'ils n'ajustent pas le prix, leur marge s'évapore. Mais s'ils l'ajustent, ils deviennent moins compétitifs face aux marques qui fabriquent localement ou qui ont des monnaies plus stables. Pendant une grande partie des années 2000 et au début des années 2010, le yen s'est renforcé de façon continue par rapport au dollar. Cela a affecté non seulement Suzuki, mais aussi d'autres marques japonaises. Mais c'est ici qu'intervient la différence clé. Alors que Toyota, Honda ou Nissan avaient déjà des usines sur le sol américain, ce qui leur permettait d'amortir le choc des taux de change, Suzuki dépendait beaucoup plus de l'importation directe depuis le Japon. Le yen, donc, n'a pas été la seule cause de leur départ, mais il a bien été un accélérateur silencieux, un ennemi intangible qui rendait tout plus difficile, plus cher, plus incertain. À première vue, vendre une voiture semble être une tâche simple. Tu le fabriques, tu l'exportes, tu l'exposes dans une concession et tu le vends. Mais aux États-Unis, la réalité est bien plus complexe. Derrière chaque véhicule que tu vois dans la rue, il y a des milliers de pages de réglementation, des tests en laboratoire, des certifications et des normes qui changent constamment. Et Suzuki n'a tout simplement plus réussi à suivre le rythme. L'un des plus grands défis a été les réglementations sur les émissions tout au long des années 2000, et surtout après la crise financière de 2008. Les États-Unis ont durci les exigences pour réduire l'empreinte environnementale des voitures neuves. Des marques comme Toyota, Honda et Ford ont adapté leurs moteurs rapidement, investi dans des technologies hybrides et créé des plateformes flexibles qui leur permettaient de déployer leurs innovations sur plusieurs modèles. Suzuki, en revanche, n'avait ni la force financière ni le volume de vente pour justifier un tel investissement. Il en allait de même pour les réglementations de sécurité. Les États-Unis exigent que chaque modèle passe des tests rigoureux et, à chaque changement de loi, les coûts augmentaient. Suzuki, avec des ventes marginales et une production externalisée, se retrouvait coincé. Respecter les nouvelles normes signifiait réduire encore davantage ses marges déjà faibles, et ne pas les respecter signifiait être exclu du marché. À la fin de 2012, Suzuki n'avait plus rien à faire dans l'industrie automobile américaine. Suzuki n'a pas complètement quitté les États-Unis. Elle n'a pas disparu. Elle n'est pas vraiment partie. Au lieu de continuer à se battre sur un terrain où elle ne pouvait clairement pas rivaliser, la marque a replié ses forces et s'est concentrée sur des segments où elle avait un avantage, les motos, les véhicules tout-terrain et les moteurs marins. Dans ces catégories, Suzuki restait encore solide. Ces motos sportives étaient reconnues pour leur puissance et leur fiabilité. Ces quads étaient présents dans les zones rurales, les fermes et les espaces de loisirs, et ces moteurs pour bateaux et embarcations restaient une option fiable pour les clients particuliers comme professionnels. Ce changement de stratégie, bien que radical, n'a pas été un échec total. Ce fut un repli intelligent, fondé sur des données, des chiffres froids et une évaluation honnête de ses propres capacités. Et malgré tout, la marque n'a pas été oubliée. De nombreux conducteurs ont encore une Suzuki dans leur garage. Des modèles comme la SX4, le Grand Vitara ou la Kizashi circulent encore sur les routes, et ce, avec une santé mécanique plutôt correcte. Maintenant que tu sais pourquoi Suzuki a disparu du paysage automobile aux États-Unis, tu te poses sûrement la grande question, et si j'en trouve une d'occasion en bon état, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? La réponse n'est pas aussi simple que oui ou non. Ça dépend de ce que tu recherches, de la façon dont tu vas l'utiliser et de combien tu es prêt à accepter certains compromis. Commençons par le positif, la qualité mécanique de Suzuki n'a jamais été le problème. Beaucoup de leurs modèles étaient appréciés pour leur durabilité, leur efficacité et leur faible coût d'entretien. Des voitures comme le Grand Vitara, la SX4 ou la Kizashi ont laissé une bonne impression à leurs propriétaires. Elles n'étaient pas luxueuses, mais elles étaient fiables. En plus, comme ce n'est pas une marque très demandée sur le marché de l'occasion, tu peux trouver des Suzuki en très bon état à des prix vraiment abordables. Un Grand Vitara avec peu de kilomètres, par exemple, peut te coûter bien moins cher qu'un SUV équivalent de chez Honda ou Toyota,
tout simplement parce que la marque n'est plus présente. Mais voilà où ça se complique. L'un des principaux défis sera la disponibilité des pièces de rechange. Oui, il existe encore des concessionnaires qui ont été agréés par Suzuki et qui continuent d'offrir leurs services, en plus des garages indépendants spécialisés dans les marques japonaises. Et oui, beaucoup de pièces détachées sont disponibles en ligne sur des sites spécialisés, mais tu n'auras pas la même facilité qu'avec des marques toujours présentes dans le pays. À cela s'ajoute le fait que le soutien de la marque n'existe plus. Il faut aussi prendre en compte la valeur de revente. Une Suzuki, étant absente du marché depuis des années, a tendance à se déprécier plus rapidement. Comme tout dans la vie, c'est une question d'équilibre. Prix contre garantie, économie contre tranquillité d'esprit. C'est à toi de décider ce qui compte le plus dans ton cas. Le départ de Suzuki du marché automobile américain n'a pas été un scandale ni une catastrophe soudaine. Alors que d'autres marques misaient sur des modèles hybrides, des designs audacieux et des stratégies de marché innovantes, Suzuki est resté sur ses acquis. Et rester sur ses acquis, quand tout le monde avance, ça ne suffit plus. Suzuki n'a jamais réussi à répondre à une question clé pour toute marque. Pourquoi quelqu'un devrait-il me choisir? Ce n'était ni la moins chère, ni la plus moderne, ni la plus excitante. Elle était juste là et, avec le temps, elle a cessé d'avoir de l'importance. Les marques, même les plus solides, ne sont pas éternelles. Ce qui est aujourd'hui une option viable peut disparaître demain. C'est pourquoi, lorsqu'on achète une voiture, il est essentiel de penser non seulement au prix, mais aussi au service après-vente, à la réputation et à la perspective d'avenir. Aujourd'hui, si tu vois une Suzuki d'occasion en bon état, tu sais que tu achètes une marque qui n'est plus dans la course, mais qui porte encore les traces d'une époque où elle a essayé de se faire une place. Un témoin silencieux d'une histoire de montée, de plateau et de sortie. Et peut-être, juste peut-être, cela nous rappelle aussi quelque chose de plus profond, que dans un monde qui évolue si vite, la seule façon de ne pas disparaître est de se réinventer sans cesse.